auditeurs, les personnes que vous voyez dans nos studios, dans Bruxelles, en Belgique, au siège de Radio Ormoui, ce sont les membres d'une famille, la famille de Paul Rusesabagina. Et ils sont là pour que nous puissions parler de la situation de leur père. Une situation, comme vous le savez bien, est une situation dramatique qui doit avoir des effets sur la famille, sur le Sabagina en personne, n'en parlons pas. Et donc, c'est sur ces conditions-là que nous allons nous pencher ce soir. Alors, je vous remercie, Aimé, je vous remercie, Karine, je vous remercie, Diane, je vous remercie, Anaïs et Roger. Est-ce que vous allez bien? Oui, enfin, ça va, on fait comme on peut. Et, selon les circonstances, comme tout le monde le sait, on, on a notre père qui a été kidnappé, donc on passe jour et nuit à essayer de l'aider, essayer de le faire sortir de là. Mais sinon, on tient le coup. On fait ce qu'on peut pour rester en forme, mais ce n'est pas du tout facile. On peut comprendre. Je vous présente la radio Umuri. C'est une radio qui a été créée par la société civile rwandaise qui opère à l'extérieur du Rwanda. C'est une radio qui a pour objectif de donner le micro, d'être la voix des sans-voix, de parler à la place de ceux qui ne peuvent pas, de parler de ceux qui ont du chagrin. Et c'est une radio qui est ouverte à tout Rwandais et à tout le monde. Alors, dans ce cadre-là, je vous dis que, comme vous le disiez, le chagrin de votre famille nous interpelle en tant que radio de la société civile. C'est pourquoi je vous ai invité ce soir qu'on parle des conditions de vie de votre famille et de votre papa. Pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas Paul Rusesabagina, je voudrais un peu vous donner un petit aperçu de la personne et de sa famille. Donc, la famille que nous avons invitée afin qu'ils nous parlent donc des conditions de détention de leur père. Paul Rusesabagina est un Rwandais, un père de famille. Il est âgé de 66 ans, si j'ai de bonnes informations. Il serait resté un Rwandais parmi tant d'autres s'il n'y avait pas eu le génocide des Tutsis en 1994 ou alors 1994 pour les Belges. Parce que lorsqu'en avril 1994, l'assassinat du président Juvenal Habyarimana a déclenché le génocide des Tutsis du Rwanda, Paul Rusesabagina s'est retrouvé gérant de l'hôtel des Mille Collines, un des hôtels de la chaîne de Sabena, des hôtels de la Sabena, une société pour laquelle elle a longtemps travaillé d'ailleurs. Dès le déclenchement du génocide des Tutsis, M. Paul Rusesabagina a accueilli et protégé au risque, au péril de sa vie et celle de sa famille, tous les Tutsis, je vais dire un peu plus de 1200, qui se sont réfugiés à cet hôtel. Après tant d'attaques de tueurs, attaques d'ailleurs qu'il a su repousser avec l'aide de tous ceux qui ont bien voulu l'aider, les réfugiés, tous les réfugiés Tutsis, les réfugiés qu'il a protégés sont actuellement en vie parce que il les a protégés jusqu'à ce qu'ils soient évacués par des convois mis en place par l'ONU. Et M. Paul Rusesabagina est sorti de cet enfer, appelons-le par ce vocable. Il est sorti de cet enfer. Évidemment, il était propulsé à juste titre au rang de héros de ce sauvetage.
Héroïsme qui lui a été reconnu notamment par les USA, qui lui ont d'ailleurs décerné la prestigieuse médaille de la liberté par George Bush. L'histoire de ce sauvetage avait même inspiré les cinéastes qui ont tourné le film Hotel Rwanda, bien connu, un film qui relate la bravoure et l'héroïsme de M. Paul Rusesabagina. Alors, pour aller plus vite, la brouille avec le gouvernement de Kigali intervient alors après, lorsque M. Paul Rusesabagina commence à critiquer ouvertement les dérives dictatoriales de Paul Kagame. Et plusieurs fois, M. Paul Rusesabagina a dit avoir échappé aux attentats orchestrés par Kigali. Sa capture et son rapatriement extrajudiciaire, soulignons-le, étonna le monde entier. M. Paul Rusesabagina se retrouva donc, contre sa volonté, menotté, bâillonné à Kigali, dans les geôles de Paul Kagame. Le reste fut un cauchemar pour Paul Rusesabagina lui-même et pour sa famille. Nous avons donc invité sa famille ce soir, et plus précisément ses enfants, pour parler, comme je le disais, des conditions de détention de ce héros et en même temps défenseur des droits de l'homme, qui est allé défendre des gens au risque de sa vie, au risque de la vie de sa famille. Alors, nous allons parler des conditions de cette personne à Kigali et les conditions de tristesse, certainement, qui sont dans sa famille. Voilà ce que je peux dire des raisons d'organisation de cette soirée. Alors, je vais commencer par n'importe qui, en fait. Il n'y a pas d'ordre ici. Et toute personne qui veut prendre la parole la prendra, selon que je pose soit une question, ou alors si la personne a une idée, une réflexion. Votre père a été, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un kidnapping avéré par le gouvernement de Kigali. Une fois à Kigali, est-ce qu'on peut espérer, c'est une question générale, est-ce qu'on peut espérer que quelqu'un qui l'a kidnappé, certainement pour des raisons de lui faire mal, est-ce qu'on peut espérer qu'il peut trouver des conditions, soit de justice, soit des conditions de vie, soit de la part de celui qui l'a kidnappé. Ce n'est pas pour réveiller ou raviver les blessures qui sont sur vos cœurs, mais est-ce que vous avez de l'espoir? C'est une question générale que je lance comme ça. Nous pensons qu'il n'y a aucun espoir parce que celui qui l'a kidnappé ne lui voulait et ne lui veut toujours aucun bien. Donc, à notre sens, si on n'a pas voulu appliquer la loi internationale, soit de porter plainte en Belgique ou aux États-Unis et attendre l'issue de ces deux pays démocratiques, c'est que ne voulait aucun bien à notre papa. Et d'ailleurs, le président lui-même l'a déjà jugé coupable dès son 4e jour, enfin sa première semaine au Rwanda. Donc ça prouve déjà qu'il n'y aura pas de procès équitable, puisque le président l'a déjà jugé avant même que le procès ne commence. En plus de ça, comme Lise a dit, ce n'est pas, il a été kidnappé. Donc, pour commencer un procès avec un kidnapping, ça montre aussi que ça montre qu'il n'y aura pas rien d'équitable dans tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent et tout ce qu'on va voir dans ce qui va venir. Après cette question générale, si nous entrions dans le vif du sujet, les faits ont montré qu'on lui refuse une justice
les conditions dans lesquelles son procès a commencé n'étaient pas idéales. Hein, Roger? Non. Exactement. Et on n'attend pas de la justice de Kigali. Comme vous aviez demandé, je crois, dans la première question, si on avait espoir pour une justice ou un traitement humain, on n'a pas d'espoir. On a espoir qu'on va le sortir de là. Mais on n'a pas d'espoir qu'on va lui donner une justice équitable. On connaît bien le système du Rwanda, comment ça marche. Mais l'espoir de le sortir de là, ça, on doit avoir l'espoir, sinon on abandonnera aujourd'hui. Et ce sera grâce à la communauté rwandaise dans le pays, surtout en dehors du pays de diaspora, qui peuvent essayer d'augmenter la pression, aussi la communauté internationale. Sinon, tout ce qui est justice et traitement humain avec la pression, le Rwanda, on espère qu'ils vont pouvoir quand même le traiter humainement jusqu'à ce qu'on le laisse partir, parce que on peut pas, comme mes soeurs ont déjà dit, si on commence par kidnapper une personne, on peut pas attendre à ce que cette personne qui vous a kidnappé vous donne la justice ou même un traitement, parce que s'ils avaient eu l'autre choix, ils l'auraient peut-être fait disparaître. Ce serait pas le premier, ce serait pas le dernier. Donc, le fait qu'ils ont pas eu l'opportunité de le faire disparaître, ils vont pas lui donner la justice, mais ce sera la pression de nous tous, de la famille, des amis, de vous. Et merci encore de nous avoir aussi dans votre émission pour essayer de sensibiliser les gens et nous aider à faire plus de bruit pour qu'au moins, espérons, ça fasse quelque chose. Le fait de lui avoir imposé une assistance juridique, ça a été, je crois, une preuve suffisante pour dire que, voilà, il ne faut pas attendre de la justice de la part de ces gens-là. Est-ce qu'actuellement, comme cet assistant juridique s'est retiré, vous avez contact avec son nouveau conseil juridique, les avocats? Oui, jusqu'à présent, seulement un de nos avocats internationaux, nous avons 7 avocats internationaux, y compris un rwandais, et Gatera Gashavana. Et jusqu'à présent, c'est le seul qui a accès à notre papa dans la prison, qui peut même le consulter. Mais on a encore il continue à mettre de plus en plus, chaque chose qu'on essaie de faire, ils en font une épreuve, que ce soit pouvoir le parler, que ce soit pouvoir l'envoyer des médicaments, que ce soit pouvoir même le représenter. Donc maintenant, nos autres avocats internationaux n'ont pas accès à lui, et c'est parce qu'ils continuent à mettre des épreuves pour nous interdire de le défendre convenablement, pour lui interdire à ses droits de défense, qui sont aussi des droits fondamentaux et internationaux qui devraient être donnés à chaque personne qui est dans une situation à devoir se présenter devant un juge, mais encore plus dans une situation d'injustice comme celle-ci. Donc, c'est le gouvernement rwandais qui refuse que les autres avocats rejoignent celui qui est sur place, c'est ça? Voilà, ils refusent, et parce qu'on sait qu'ils savent que non seulement leurs accusations sont inventées, mais en plus de ça, que nos avocats internationaux vont pouvoir vraiment le défendre et prouver que ces accusations sont inventées. Et ils veulent pas qu'on les expose, on ne veut pas qu'on défende notre père comme il devrait, parce qu'ils ont déjà tout prévu. Comme je l'ai dit, le président rwandais a déjà déclaré que notre papa est coupable avant même qu'un procès ait lieu. Donc, ça montre leur intention, mais il n'y a pas de justice dans tout ce qui se passe. Oui. Est-ce que vous parlez à votre papa? Est-ce que, quand vous lui parlez, c'est dans quelles conditions, dans quel état se trouve son moral? Il essaie tant bien que mal de parler, de nous rassurer que tout va bien. Mais on le sent, on le comprend, on le connaît assez bien pour savoir que ça ne va pas aussi bien qu'il le dit. Et puis, on n'a pas assez de temps pour tout savoir, quoi, parce que quand il appelle, il n'a que 5 minutes.
Est-ce qu'il ne faut pas librement vous parler vraiment avec toute l'ouverture que pourrait avoir une fille avec son père? Alors, c'est dire comment tu vas, ça va bien. C'est des choses basiques. Comment tu vas, quelle est on ne sait rien dire. Déjà, on ne peut pas parler du dossier, on ne peut pas parler. Il y a des choses qu'il évite de dire parce qu'il n'est certainement pas seul ou il est écouté, mais en tout cas, ça se sent qu'il n'est pas libre. Et on le comprend parce que celui qui l'a kidnappé ne voulait aucun bien. Et ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Ils changent de version plusieurs fois. Ils ne savent pas. Donc, ça se voit que tout n'est pas aussi bien qu'ils le prétendent. Oui, donc si même ils ne vous le montrent pas, vous le sentez comme ces enfants qui le connaissaient bien. Oui. Enfin, certaines choses aussi sont claires sont contradictoires quand on parle avec lui. Par exemple, quand on parle de sa santé et ses médicaments, il nous dit j'ai mal, je vais bien, mais quelques secondes plus tard, il nous dit qu'il a un mal de tête, qu'il a la tête qui tourne, qu'il ne mange pas assez, qu'il ne reçoit pas ses médicaments. Donc ça se comprend que quelqu'un ne peut pas être bien si tu ne reçois pas tes médicaments. Donc c'est pour éviter de non seulement qu'on le fasse du mal en prison là où est-ce qu'il est, mais ça montre aussi que non, il n'est pas à l'aise de pouvoir nous dire réellement ce qui ne va pas, mais que la réalité est que les choses ne vont vraiment pas bien. Et physiquement, il ne va pas bien. Et mentalement, on espère qu'il tient le coup parce qu'on a besoin de ça pour le garder en vie, en tout cas. Et pourtant, les officiels de Kigali, ils disent que on le soigne comme il faut, plus qu'il ne fallait, on lui donne des médicaments, on l'amène à l'hôpital. Et vous, quand vous le voyez, physiquement, il ne va pas bien. Donc, vous avez des doutes de ce que les officiels de Kigali prononcent ou laissent entendre? Notre papa est quelqu'un... Ah, pardon. Bon, j'allais dire... Merci. J'allais dire en fait que, évidemment, eux, ils vont dire qu'ils le sentent très bien, mais on est extrêmement inquiet pour lui, puisqu'on lui a envoyé des médicaments qu'il prend habituellement. Il prend quelques médicaments quand même qui sont très sérieux et très importants, qu'on n'est pas sûr qu'il reçoit. Et puis, on sait aussi de sources sûres que pendant un certain laps de temps, il ne les a pas eus du fait qu'il était dans des conditions de détention inhumaines, comme il avait décrit dans la première vidéo qu'il avait fait avec le New York Times, où il a clairement dit dans quelles conditions il était au départ. Rien qu'en se basant sur ça, on voit très bien que ça ne va pas. Deuxièmement, on a vu les enregistrements vidéo et les photos du jour où on l'a montré publiquement lors de la conférence de presse. Et on essaie de chercher des autres photos ou des autres vidéos de des médias, en fait, puisque c'est le seul moyen pour pouvoir le voir. Et à chaque fois qu'on le voit, il est extrêmement pâle, il a maigri, fort, ça se voit. Donc, les gens qui prétendent qu'ils le soignent très bien et qu'apparemment, si on se fie uniquement au physique, qui se remarque par n'importe qui n'est pas médecin ni professionnel du médical, tout le monde voit très bien que ça ne va pas. Il est fait. Il n'arrive même pas à porter ses documents pour marcher jusqu'au tribunal. Ils sont obligés de l'aider. Ce n'est pas un vieillard, notre père. Et pour te compléter, Diane, papa est quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui. C'est quelqu'un qui mange sain, qui boit assez d'eau, qui marche, qui fait du sport.
et qui prend ses médicaments tous les jours, il ne souffre pas. Donc, s'il fait ça correctement, il n'a aucun problème. Donc, ça veut dire que, en plus des tortures, peut-être qu'il subit parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il vit là-bas, vu qu'il est aussi isolé, il vit en isolement. Donc, déjà, le moral a pris un coup, plus le fait qu'il ne peut pas faire du sport, qu'il ne peut pas manger sainement. Il a peut-être pas à manger, on ne sait pas, on n'est pas là. Mais tout ce qu'il peut dire, il dit je mange bien, je suis bien soigné et tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Pourquoi est-ce qu'il a la tête qui tourne alors qu'il n'a jamais eu Ah oui, ça? mais C'est que ça ne va pas. voilà, pour te compléter aussi, pour ajouter encore quelque chose, il nous dit toujours qu'il va bien, mais c'est uniquement pour nous rassurer et pour essayer aussi de ne pas avoir des problèmes derrière. Parce que n'oubliez pas qu'il n'est pas seul, qu'il est avec ses, il a été capturé, il n'est pas libre. Ce n'est pas un homme qui est en prison de manière ordinaire. Oui, Ne l'oublions pas. Il a un traitement qui n'est pas de faveur. Il a un traitement extrêmement dur. Et il y a aussi des autres conditions de vie des autres détenus qui sont déjà mauvaises, ces conditions. Et lui, il n'y a même pas droit. Il y a plusieurs facteurs, entre autres, le moyen de communiquer. Les autres détenus, selon la loi, ont le droit de téléphoner à leur famille toutes les semaines. Lui, il n'a droit qu'à 5 minutes. Imaginez-vous 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 5 minutes à quelqu'un? Surtout si on doit préparer sa défense. Comment c'est possible? On ne peut pas dire qu'il est bien traité. On peut surtout dire qu'il est très maltraité, mais il a une façon à lui de nous le faire comprendre. On le connaît très bien, on sait comment il est, on sait appréhender ses dires. Et donc, on peut interpréter à ce moment-là qu'il va mal, mais il ne peut pas le dire étant donné l'environnement dans lequel il se trouve. oui, pour ajouter deux choses sur ce qu'elles ont dit, c'est donc de un, les personnes qui sont en train de dire qu'il va très bien sont les mêmes personnes qui l'ont kidnappé. Donc déjà, on sait qu'il faut prendre ça comme vous l'entendez. C'est les mêmes personnes qui ont commis le crime de le kidnapper, qui sont maintenant en train d'essayer de mentir à la communauté internationale qu'ils le traitent très bien. Et ça, on sait très bien que c'est pas le cas en général dans les prisons au Rwanda, mais encore moins pour une personne que eux essayent d'inventer des choses comme s'il était un criminel lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Deuxièmement, ils continuent à utiliser le fait qu'ils l'ont amené à l'hôpital 3 fois pour dire qu'il est très bien traité, qu'il est bien surveillé. Mais quelqu'un qu'on traite bien ne doit pas aller à l'hôpital 3 fois. Donc, ils l'ont amené, je vous rappelle, ils l'ont amené à l'hôpital à 3 reprises, ce qui veut dire qu'il était tellement mal qu'un médecin à la prison n'était pas assez pour le remettre pour vérifier qu'il allait bien. Ils ont dû l'amener 3 fois. Et en plus de ça, quand on demande les documents des choses qui ont été faites à l'hôpital, enfin des analyses, enfin des consultations qui ont été faites, des prises de sang, des médicaments qu'on lui a été prescrits, il refuse de nous les donner. Donc, pourquoi est-ce qu'il cache ces documents médicaux? Qu'est-ce qu'il nous cache par rapport à sa santé? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour devoir l'amener à l'hôpital 3 fois? Donc, tout ça indique que non, on ne le traite pas bien et que c'est un mensonge de dire qu'il est très bien traité et qu'il va très bien, parce qu'on sait depuis le début qu'il s'est fait kidnapper, qu'il s'est fait bander les yeux, qu'il s'est fait attacher, ligoter des bras, des jambes entiers pendant plusieurs jours, qu'on lui a refusé ses médicaments, qu'il a la tête qui tourne, qu'il a maigri de plus ou moins 15 kilos. Tout ça indique qu'il ne va pas bien. Donc, c'est clair, c'est un mensonge et c'est juste une façon de continuer à mentir à la communauté internationale qu'il y a une justice au Rwanda quand on sait que c'est n'importe quoi. Je disais, c'est un citoyen belge. Et chaque citoyen belge a droit à un médecin, à une mutuelle. Et même en prison, même libre, chacun a le droit, en tout cas selon le droit belge, à une consultation pour son état de santé. Est-ce que le gouvernement belge, quand vous lui avez parlé
de cette situation? Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont organisé quelque chose? Que dit son médecin traitant? Parce que lui, il connaissait, ou il connaît en tout cas ces maladies ou alors les médicaments qu'il doit prendre pour éviter telle ou telle autre situation de santé. Qu'est-ce qu'ils disent les Belges? En quoi est-ce qu'ils vous aident justement pour éviter un éventuel problème de santé? Les Belges nous disent qu'il n'y a aucun médecin belge sur place à Kigali, mais qu'ils vont essayer de trouver un médecin de l'Union européenne. Donc, nous attendons qu'il bouge. Mais c'est urgent, la santé. C'est très urgent. Dans une soirée. Et d'ailleurs, le médecin traitant de papa a demandé à la prison et d'ailleurs à l'ambassade belge et aux autorités rwandaises, elle a demandé une analyse et un compte-rendu de toutes ces visites médicaux, de toutes ces visites à l'hôpital, de ce traitement qui prétendent être bon ou bien pour papa. Mais le gouvernement rwandais, enfin, les autorités rwandaises refusent de nous donner ces documents. Donc encore, on se pose plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de nous montrer ces analyses, ces documents? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Et ça ne peut être, on peut s'attendre qu'au pire, parce que ils avaient rien à cacher, ils nous l'auraient montré. Ils ne devraient pas s'inquiéter par ce qu'on peut voir dans ces documents, mais ils refusent de nous les donner. Donc, qu'est-ce qu'ils cachent? Et d'ailleurs, on attend à ce que la Belgique fasse plus et qu'elle demande la santé et la sécurité de son citoyen. Parce que si quelque chose arrive dans la prison aujourd'hui à papa, non seulement les autorités rwandaises sont coupables, mais la Belgique aussi. Oui, on a les droits en Belgique et les droits qui doivent s'exercer partout que l'on soit. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Et je pense qu'il y a urgence. Si vous dites que quand vous le voyez, il maigrit à vue d'œil, que vous voyez qu'il est blême, qu'il se plaint des effets, notamment de vertige et tout ça, je pense qu'il y a urgence, surtout si l'on connaît la situation des prisons au Rwanda. Vraiment, le Rwanda n'est pas connu comme étant bienveillant envers leurs ennemis, parce qu'il est pris là-bas comme un ennemi. Un ennemi d'ailleurs de haut niveau, parce que jusqu'à louer des avions pour le kidnapper, c'est que c'est vraiment, il le considère comme quelqu'un qui... Alors, si ce passé, où c'était renommé des prisons du Rwanda, et ils ont des habitudes du gouvernement rwandais, il y a lieu de s'inquiéter. Je ne voudrais pas saper votre morale, mais c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que réellement la situation est grave telle que vous venez de la démontrer. Nous allons finir notre émission. C'était pour vous demander l'état de santé, les conditions de votre père. Et je voudrais finir par vous demander vraiment ce que vous voulez des gens, ce que vous voulez des organisations, ce que vous voulez de tel ou tel autre acteur au point de vue judiciaire, au point de vue santé, au point de vue vraiment, quel est votre souci et quelle est votre demande à chaque acteur? Merci encore une fois pour nous avoir invités dans l'émission. Ce que moi, personnellement, et je crois qu'on a le même avis, je demanderais à tout le monde, c'est un soutien moral. Essayer de continuer à communiquer, à exposer le Rwanda pour ce qu'ils font. Et voilà, notre but, c'est de ramener notre père à la maison, en Belgique ou aux États-Unis. Mais je crois que ça va prendre l'effort de tous les Rwandais qui comprennent
la situation rwandaise et puis aussi de la communauté internationale. Donc, pour les gens qui sont en Europe ou ici aux États-Unis, essayer de parler avec les politiciens, parce que les politiciens aussi peuvent faire quelque chose. Juste en mettant la pression, le Rwanda va devoir répondre à certaines questions. S'ils ont signé des lois internationales, c'est qu'ils doivent respecter ces lois. Ils ne peuvent pas choisir quelle partie de la loi ils vont respecter et quelle partie ils vont négliger. Donc, et il faudra que tout le monde continue à mettre la pression, comme ça le Rwanda va enfin comprendre que ces pratiques de kidnapping et d'abus des droits de l'homme doivent s'arrêter. Merci. Je vais laisser mes soeurs aussi dire un mot. Vous avez d'autres demandes et d'autres souhaits à adresser à telle ou telle autre organisation ou tel autre acteur? Moi, j'ajouterais que, ma demande irait aussi pour compléter Roger vers tous les ONG tels que Human Rights Watch, Amnesty International, tous ceux qui sont en faveur du droit de l'homme, qu'ils dénoncent tout ce qui se passe au Rwanda, en prison et partout ailleurs, et qu'ils nous aident aussi à ramener papa et avant que sa santé ne se détériore. Oui, pour aller encore plus loin, qu'il demande sa libération et qu'il demande à ce qu'il revienne à la maison parce que non seulement papa a été traité injustement depuis le départ, donc tout ce qui se passe jusqu'à présent, c'est une violation de ses droits d'homme, de ses droits internationaux, de ses droits en tant qu'être humain, qui doit non seulement être traité comme être humain, mais aussi comme ses droits doivent être respectés. Donc, on demande à toutes ces organisations internationales de nous aider à demander sa libération et de demander à ce qu'on le ramène rapidement à la maison. On demande aussi aux journalistes de continuer à enquêter, à exposer ces faits, à exposer cette injustice et à enquêter sur l'arrivée de notre papa au Rwanda. Parce que c'est clair et on a énormément de preuves aussi pour démontrer qu'il n'allait pas au Rwanda, que c'était un kidnapping. Et le plus on expose cette injustice, c'est ce début de son arrivée au Rwanda, le plus ça montre à quel point il n'y aura pas de justice. Donc, on ne peut pas s'attendre à un procès équitable. Donc, on demande à toutes ces organisations de mettre la pression parce que la santé de notre papa est en danger. Il peut lui arriver n'importe quoi dans cette prison à chaque jour, en sachant que ce gouvernement est un gouvernement qui a essayé de le tuer. Il y a eu des tentatives d'assassinat contre lui, donc on ne s'attend pas à ce qu'ils agissent plus gentiment maintenant qu'il est entre leurs mains. Et encore plus, les médicaments qu'on lui a envoyés, on ne les lui donne pas. Donc si ce minimum... Pardon. Il y a eu des tentatives avant ce kidnapping. Combien et comment, dans quelles conditions? Il y en a donc la première que je peux citer, c'est celle que avant fin de 2000, peut-être entre 2007 ou 2008, ils ont essayé de le renverser quand il était dans sa voiture et il a dû être transporté à l'hôpital. Il a dû être transporté à l'hôpital et il y a eu des urgences pour devoir le remettre entier. Mais non seulement ça, ils ont cambriolé l'intérieur de notre maison, ils ont détruit des choses, ils ont essayé de l'intimider, ils l'ont poursuivi pour l'intimider dans ses conférences. Pendant plusieurs années, ils ne font que aller après lui pour le faire taire. Donc, on sait et maintenant, on lui a envoyé des médicaments et on ne lui donne pas ces médicaments. On lui donne une autre pilule que lui ne sait pas ce que c'est, que nous ne savons pas ce que c'est. Donc, ça nous montre qu'ils sont en train de le tuer petit à petit et on le voit devant nous, on voit dans sa santé qu'il n'est pas entier, il n'est pas en forme. Donc, on demande à toutes ces organisations internationales de veiller sur notre papa et d'essayer de le garder en vie, mais encore plus important, de le ramener à la maison parce qu'il est traité injustement. Y a-t-il une demande spécifique au gouvernement rwandais? De relâcher. Voilà, de relâcher. Et puis moi, je rajouterais aussi comme demande spécifique au gouvernement belge, il faudrait que surtout le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui prennent position. Je comprends qu'ils jouent à la diplomatie, mais la situation est claire, qu'un citoyen a été kidnappé. On n'a rien entendu du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères ou des membres du gouvernement qui disent ouvertement ça c'est illégal.
et on aimerait bien qu'ils prennent position, et au moins on sait de quel côté ils sont. Et aussi à l'ONU, parce que l'ONU, on a quitté le Rwanda comme réfugié, on est devenu citoyen belge par après, mais on a toujours été réfugié. Quand on est réfugié, on a quitté son pays natal. Je sens qu'on reste presque toujours réfugié, même si on a une nouvelle nation qui nous a accueillis. Mais je crois que l'ONU aussi devrait en dire quelque chose et bien clarifier que quand les gens ont quitté le pays comme réfugiés, le pays qu'ils ont fui n'a aucun droit de les kidnapper, c'est illégal. Et ça doit être adressé le plus rapidement possible. Merci. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je comprends votre inquiétude, vos appréhensions quant aux conditions de détention de votre père, les conditions sanitaires, de santé, les conditions qui le mettent en danger, comme vous l'avez bien décrit, minute par minute, heure par heure. Et voilà, on voudrait que la radio Rumuri, qui est une radio qui donne la parole à toutes les personnes qui sont sans voix ou alors qui sont mal écoutées ou pas entendues du tout, nous allons essayer de porter votre voix partout. La radio Rumuri est écoutée même par les officiels du Rwanda. Je pense qu'ils écouteront votre appel et votre inquiétude et qu'ils feront quelque chose. Voilà, si vous avez, si l'un ou l'autre avait quelque chose comme mot de la fin, voilà, la place est à vous. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et pour montrer, pour nous aider notre famille à exposer cette injustice et à demander la libération de notre père. Merci aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent. On reçoit énormément de messages de soutien de partout dans le monde, honnêtement, pas juste ici en Belgique, aux États-Unis ni en Afrique, ça vient de tous les quatre coins de la Terre. Donc, on remercie tout ce soutien, mais on a besoin que tout le monde continue à mettre cette pression, parce que si ça nous arrive, ça nous arrive à nous, ben, ça peut arriver à vous aussi, à votre famille, et on veut pas, on espère que personne ne doit passer par ça aussi. Donc, on vous demande à tous de nous aider parce que ça ne concerne pas seulement nous, ça concerne la sécurité de tout le monde, de nous tous, et la liberté, de nos libertés de pouvoir non seulement nous exprimer, mais aussi être en sécurité dans un autre pays sans avoir peur que les autorités rwandaises viennent te kidnapper pour t'enfermer et t'accuser de crimes que tu n'as pas commis. Donc, c'est un appel à tous les citoyens du monde qui nous regardent de oser lever vos voix et nous battre contre cette injustice et demander la libération et nous aider à demander la libération de notre père. Voilà, merci Karine, merci à vous tous. Nous prenons cela comme un mot de la fin. Et au nom de Radio Rumuri, au nom de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous souhaite à vous et à votre famille vraiment beaucoup de force dans ces épreuves. Et je souhaite vraiment, vraiment que votre Père puisse un jour revenir parmi vous et que vous puissiez encore une fois bénéficier de la chaleur qu'un papa peut apporter à sa famille. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et vous dis encore une fois merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.